Salut tout le monde, je vous retrouve ce soir pour faire le débrief de la première étape du Tour de France. 185 km étaient au programme et les coureurs devaient effectuer une boucle autour de l'île pour se présenter sur la ligne d'arrivée aux alentours de 17h30. Avec 3 difficultés mineures, l'étape était promise aux sprinters. L'enjeu, c'était d'endosser le premier maillot jaune du Tour, mais attention, le vent soufflait fort, la pluie était attendue dans le final. En conséquence, ce devait être une étape piégeuse, très nerveuse, et les candidats du général avaient de quoi trembler. Le départ a été donné à 13h40 et dès le kilomètre 0, 5 coureurs vont se détacher et former la première échappée du Tour. On retrouvait alors à l'avant Mathis Lebert d'Arkea, Jonas Rutsch d'Intermarché, Matteo Verché de Total et surtout deux sacrés rouleurs, Benjamin Thomas de Cofidis et Bruno Armirail de Decathlon. Dès les premiers kilomètres, l'écart entre l'échappée et le peloton va monter à 2 minutes 30, mais pas davantage. Les sprinters ne veulent pas se faire piéger et Alpecin et Lidl vont directement se mettre au contrôle. Au kilomètre 40, c'est la côte de Notre-Dame de Lorette. Le maillot blanc à pois rouge est disputé dans l'échappée et au prix d'une ascension violente, c'est Benjamin Thomas qui va passer en tête et prendre le seul point attribué. À 133 km de l'arrivée, le peloton devient très nerveux, le vent souffle de côté et les leaders veulent jouer placé. En conséquence, l'écart avec l'échappée va déjà descendre à la minute et surtout dans le peloton derrière, la nervosité ambiante va mener à la première chute du Tour. Sean Flynn et Filippo Ganna vont au sol, ils vont être imités dans les kilomètres qui suivent par Stefan Bissegger et Thibaut Nice, mais tout ce petit monde va pouvoir entrer sans plus de dommages. En apparence, j'y reviendrai après. Côté favori, Florian Lipowitz va crever et c'était certainement le pire moment pour avoir un ennui parce qu'à 110 km de l'arrivée, c'est border time. UAE et Visma se disputent la tête de peloton, des cassures se font et Lipowitz est au fond de la classe. Avec ce rythme de folie dans le peloton, l'échappée ne peut pas lutter et les 5 hommes de tête voient déjà le retour du peloton à 105 km de l'arrivée. L'écart entre le peloton et Lipowitz est alors de 40 secondes. Lipowitz va pouvoir entrer dans les kilomètres qui vont suivre, mais c'est à noter, aucun coureur Red Bull n'aura attendu l'Allemand. Dans la foulée, c'est le sprint intermédiaire. Lidl et Alpecin sont bien en place pour Milan et Philipsen. Et c'est finalement Jonathan Milan qui va passer en tête devant Brian Cocard, Biniam Girmay et Jasper Philipsen. Petite parenthèse, Tim Merlier n'aura pas fait le sprint inter. Une seule signification, le Belge n'est pas intéressé par le maillot vert. Je ne dis pas que c'est une surprise, mais c'est une info à prendre dans la quête du vert à Paris. Après l'intermédiaire, Matteo Verché et Benjamin Thomas vont repartir en tête de course pour aller chercher les points du meilleur grimpeur à Cassel. Et là, les amis, on va avoir le droit à un sprint gaguesque. Alors, je vais remettre un peu de contexte. Verché et Thomas se disputent le sprint au sommet de Cassel pour le seul petit point récupérable dans la quête au maillot blanc à pois rouge. On est sur du pavé, ça glisse, les deux coureurs se mettent aussi dans le rouge et sont donc en bout de course sur le sommet. Leur niveau est intrinsèquement le même dans cette ascension et pour se départager, on va donc avoir droit à un jeté de vélo. Mais un jeté de vélo des plus maladroits que j'ai pu voir, mais aussi pour toutes les circonstances que j'ai citées avant. Benjamin Thomas va prendre le point au sommet de Cassel, mais en jetant son vélo, il va perdre l'équilibre et il va aller faucher Matteo Verché. Comme quoi, ce genre de maladresse, ça peut arriver, même au meilleur. Heureusement, pas de casse physique majeure est à déplorer pour les deux coureurs. Seule conséquence, ils vont être repris par le peloton. Et à nouveau, il n'y a plus d'échappée sur la route du Tour à 78 km de l'arrivée. Après l'ascension de Cassel, c'est le bal des crevaisons dans le peloton. Allez savoir pourquoi. Et en parallèle, on va avoir le droit à la première clim du Tour. À 70 km de l'arrivée, Radio Tour annonce l'abandon de Filippo Ganna. J'y reviens, l'Italien était tombé à 130 km de l'arrivée, avait déjà pris pas mal de temps pour repartir, était reparti d'ailleurs, mais vraisemblablement, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond chez Filippo Ganna. Quoi qu'il en soit, le premier abandon du Tour est là, Ganna est out, et ça, c'est petite sensation quand même, parce que c'était un bon candidat, un candidat plus que crédible à la victoire d'étape à Caen, mercredi, sur la 5e étape, et ça, c'est évidemment un très très gros coup dur pour Ineos. Ok, après l'abandon de Ganna, le Tour va redescendre un tout petit peu en pression, puis à 45 km de l'arrivée, nouvel abandon annoncé sur la route du Tour. Stefan Bissegger, cette fois-ci, lui aussi était tombé plus tôt dans l'étape et lui aussi était un prétendant sur le chrono de Caen. Donc ça nous fait déjà deux bonhommes out sur les routes du Tour avant la dernière heure de course de l'étape.
Au moment où Radio Tour va annoncer l'abandon de Stefan Bissegger, le peloton va gravir la dernière difficulté de la journée, le Mont Noir. C'est Jonas Vingegaard qui va passer en tête du Mont Noir. Non pas que Vingegaard soit particulièrement intéressé par le maillot blanc en poids rouge, maintenant, allez savoir. Et une fois passé l'ascension du Mont Noir, reste alors une quarantaine de kilomètres pour rejoindre l'île. A priori, on s'oriente gentiment vers un sprint final, comme attendu, sauf qu'à 17 km de l'arrivée, c'est bordure time. Visma tente le coup, serre la vis, UAE et Alpecin jouent le jeu. Et cette fois, Soudal, Lidl et Red Bull vont payer l'addition. Le peloton casse, Remco Evenepoel et Tim Merlier sont piégés pour Soudal. Même chose pour Jonathan Milan et Matthias Kelmose pour Lidl. Et même chose pour Florian Lipovitz et Primoz Roglic de Red Bull. À 10 km de l'arrivée, le groupe Vingegaard-Pogačar a 30 secondes d'avance sur le groupe Evenepoel. Groupe Evenepoel qui ne reverra jamais l'avant de la course. Je finis avec le résumé de l'étape et je vous donnerai les écarts juste après. À 4 km de la ligne, Vandenberg et Ben O'Connor vont au sol dans le groupe Pogačar-Vingegaard. Aux 2 km, c'est UnoX qui emmène le groupe de tête, mais Alpecin a toutes ses cartes, Van Der Poel, Groves et Philipsen. Van Der Poel prend les commandes de la tête de course aux 600 mètres, Caden Groves embraye et aux 250 mètres, Jasper Philipsen met tout. Biniam Girmay va faire illusion côté barrière, mais en l'absence de Merlier et Milan, Philipsen se balade dans les 200 derniers mètres et vient s'imposer sur la première étape du Tour de France avec 2 bonnes longueurs d'avance sur Biniam Girmay et Søren Warenskjold. Anthony Turgis est 4e et premier français, puis ce sont Trentin, Russo, Penwet, Jorgenson, Merhofer et Watson qui bouclent le top 10. Le classement général, c'est le classement d'étape. Je passe, Jasper Philipsen est le premier maillot jaune du Tour de France. Ce qui va nous intéresser au-delà du top 10, ça va être les écarts entre les favoris du général. Ça nous donne donc Jorgenson, Vingegaard, Pogačar, Johannessen, Mas et O'Connor dans le même temps. Je mets O'Connor devant parce qu'a priori, avec sa chute dans les 5 derniers kilomètres, il sera remis dans le même temps que ce groupe-là. Et à 39 secondes, on va retrouver Matthias Kelmose, Joao Almeida, Remco Evenepoel, Carlos Rodriguez, Santiago Buitrago, Oscar Hindley, Félix Gall, Florian Lipovitz et Primoz Roglic. Sur 15 favoris, ça nous fait donc 6 gagnants et 9 perdants. Je donne les noms des gagnants du jour. Matteo Jorgenson et Jonas Vingegaard pour Visma, Tadej Pogačar pour UAE, Tobias Johannessen pour UnoX, Enric Mas pour Movistar. Bravo Enric Mas que je ne voyais pas aussi bien performer dans les bordures. Et Ben O'Connor. Alors, au-delà de ça, pour les 9 perdants, les écarts ne sont pas rédhibitoires. 40 secondes de débours sur une première étape de grand tour, c'est rien. Par contre, en termes de dynamique, on va y revenir, ce n'est pas bon du tout, surtout avec ce qui arrive demain. Pour Red Bull, pour Soudal et pour Almeida, chez eux, il va falloir se remettre à l'endroit tout de suite, parce que le temps concédé aujourd'hui, ça part quand même d'une faute d'inattention. Tout le monde savait que ça allait bordurer dans la dernière heure de course. Il y a quand même des mecs qui ont trouvé le moyen de se faire piéger. Bien, si je débriefe cette étape au global, eh bien on va féliciter Visma Leasebike et Alpecin de Koenig. Visma dans l'attitude incroyable dans les 20 derniers kilomètres. Le coup de bordure qu'ils ont créé, c'est ce qui a créé le mouvement décisif de cette étape. Clairement, Visma n'était pas intéressé par la victoire d'étape pour autant, mais par contre, avoir placé et Matteo Jorgenson et Jonas Vingegaard à l'avant dans les 15 derniers kilomètres, GG. Il y avait 2 cartes à protéger, on le verra après, UAE n'a pas su le faire. Dans la lutte au maillot jaune, on peut constater effectivement que ce coup de bordure tenté par Visma n'a pas profité à Vingegaard dans sa lutte directe avec Tadej Pogačar. Mais l'attitude qu'ils auront eue aujourd'hui, c'est l'attitude qu'il va falloir avoir tout au long de la première semaine pour espérer à un moment donné battre Pogačar. Ça passe par ce genre d'effort, ça passe par ce genre de mouvement de course. Et en cela, Visma a affiché une tendance et une attitude aujourd'hui qui est très intéressante pour toutes les étapes qu'on va avoir jusqu'au soir de la 9e étape, dimanche prochain. Donc ça, c'est très bien, et même si Tadej Pogačar arrive au départ du tour avec des jambes extraordinaires, avec une condition quasi parfaite, eh bien là, Visma aujourd'hui vient de taper du poing sur la table, il vient de rappeler qu'il ne venait pas sur le Tour de France pour faire 2e derrière Pogačar. Donc ça, c'est à noter. Bravo Visma, même si on le verra un petit peu après, pour certains chez Visma, dont Simon Yates et Wout van Aert, ça a été un petit peu plus difficile. Mais là, on parle d'individualité et non pas de collectif. Si je continue dans l'analyse des collectifs, Alpecin, royal aujourd'hui, eux, ils ne visaient qu'une seule chose, l'étape. Le général, ils s'en foutent royalement. Il y avait 3 cartes à placer dans le coup de bordure
Pour Alpecin, c'était Jasper Philipsen, Mathieu Van Der Poel et Caden Groves. Ils n'y s'y sont pas trompés. Les trois étaient devant et avec des coéquipiers en prime. Sur la bordure, Jonathan Milan et Tim Merlier avaient été piégés. C'était champ libre total pour Jasper Philipsen. Encore fallait-il savoir gérer le dernier kilomètre. Ils l'auront fait à la perfection. Van Der Poel est sorti de la boîte au meilleur des moments, à 600 mètres de l'arrivée. Puis ça a été Caden Groves qui a pris le relais. Bref, ils n'auront que très peu été embêtés par Uno-X qui aura très bien performé aussi aujourd'hui. J'y reviendrai après. Donc Alpecin, Visma, ce sont les deux très grandes équipes du jour. Et on ne peut que féliciter l'attitude qu'ils auront montrée dans les 20 derniers kilomètres et peut-être aussi tout au long de l'étape. Visma aura été placé tout au long de la journée. Alpecin aura fait le travail d'entrée pour contenir l'échappée de 5 en début d'étape. Voilà, bien souvent dans le cyclisme, on parle de tendance. Aujourd'hui est un exemple phare de cela. Il y avait deux équipes qui ont été dans le jeu dès le kilomètre 0. Visma pour placer Vingegaard et Alpecin pour aller chercher l'étape avec Philipsen. Voilà. Dans le jeu, dès le kilomètre 1, à partir de là, ça ne pouvait que bien se passer dans les 20 derniers kilomètres. Au-delà d'Alpecin et Visma, il y a quand même une troisième équipe que je veux mettre en avant, c'est Uno-X. Ils seront allés chercher la troisième place de l'étape avec Soren Warenskull. C'est eux d'ailleurs qui ont emmené le groupe des favoris dans les 2 derniers kilomètres, preuve en est qu'ils avaient confiance en Warenskull et à raison. Et surtout, ce qu'ils ont réussi à faire au-delà de placer Warenskull sur la boîte aujourd'hui, c'est d'avoir mis Tobias Johannesson dans le groupe de devant. Et lorsque je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 6 favoris qui avaient gagné du temps sur leur adversaire direct en vue du classement général, eh bien, Johannesson fait partie des 6 grands gagnants de la journée. Et ça, c'est parce qu'Uno-X a été très vigilant et ont su jouer sur 2 cartes, l'étape avec Warenskull et le général avec Johannesson. Donc, Uno-X, bravo. Pour une équipe invitée, c'est à noter. Et là encore, c'est une dynamique très intéressante avec tout ce qui nous reste de première semaine. Bien, j'ai distribué les lauriers pour Alpecin, pour Visma et pour Uno-X. On va mettre des cartons rouges, on va mettre un sacré carton rouge à la Soudal. Historiquement, l'équipe belge nous avait quand même beaucoup habitués à bien performer dans les bordures. Historiquement, c'était des instigateurs de bordures. Aujourd'hui, ils se sont fait plier sur une accélération de Visma. Et je pense qu'ils vont se faire détruire ce soir au bilan de cette étape par leur DS. Remco Evenepoel, piégé dans le but du classement général. Il y avait quand même 3 favoris au départ de ce Tour de France. Evenepoel, Vingegaard et Pogacar. Le seul qui s'est fait avoir aujourd'hui, c'est Remco, très mal placé sur le changement de direction à 20 km de l'arrivée. Et pire encore, dans le but de la victoire d'étape, Tim Merlier s'est aussi fait avoir. C'était mon favori du jour. Pour moi, je pensais avec la condition qu'il avait actuellement et cette espèce de vista qu'il a sur les étapes d'ouverture, je pensais que ça allait le faire pour Merlier. Non, il s'est fait avoir comme un bleu au même titre que Remco. Et ouais, je pense que ça va gueuler sévère chez Soudal. Ils auront perdu énormément sur une étape qui n'aurait pas dû leur coûter autant. Et si je vais un petit peu plus loin, je pense que Remco peut déjà dire adieu au maillot jaune. Lui qui était favori du chrono de Caen sur la 5e étape. Là, quand tu as 40 secondes de débours sur Vingegaard et Pogacar, pas sûr que Remco puisse rattraper tout ce temps-là mercredi prochain. Donc, premier carton rouge pour Soudal et deuxième carton rouge, bien évidemment, pour Lidl. Milan et Lidl auront essayé de contrôler la course un maximum en début d'étape. Au final, sur le changement de direction, Milan out, Schielmose out. À l'image de Soudal pour le général, on s'est fait avoir. Pour l'étape, on s'est fait avoir. Il faudra repasser. Et la prochaine chance pour Milan, maintenant, ce n'est pas demain, mais ce sera lundi. Donc chez Lidl, à l'image de chez Soudal, ça va tirer la gueule sévère ce soir. Voilà, ça c'est vraiment les deux équipes qui se sont loupées aujourd'hui. Je vais quand même mettre un petit carton orangé à UAE. Ok, Tadej Pogacar aura fini devant au contact de Vingegaard, son principal adversaire dans la lutte au maillot jaune. Mais dans les 20 derniers kilomètres, il n'y avait que Tim Wellens pour l'accompagner. Et ça, c'est de bon augure pour Visma et c'est de mauvais augure, dirais-je, pour UAE. Au-delà d'avoir vu Pogacar isolé dans les 20 derniers kilomètres, on peut constater une autre chose. Joao Almeida, un des candidats très crédibles au podium, fait partie des perdants de la journée. 40 secondes de débours sur des mecs comme Jorgensen. Ça, c'est pas bon. Et en cela, je mets un bon carton orange à l'équipe UAE. Au-delà de l'étape et du général, j'aimerais revenir sur la journée galère qu'auront connu beaucoup de coureurs sur cette première étape. Alors, Filippo Ganna, Stéphane Bissegger, out, abandon, je n'y reviens pas, je n'en ai déjà parlé. Pour Lenny Martinez, mon favori au maillot blanc à pois rouge, ça a été une journée galère. Certainement la pire journée sur un vélo qu'aura vécu Lenny Martinez aujourd'hui. Clairement, il doit être malade.
Il était blanc, livide, il n'est pas dans sa condition normale. On l'aura vu aujourd'hui faire l'élastique à partir du coup de bordure à 110 km de l'arrivée. Un enfer cette première étape pour Lenny Martinez et je m'inquiète énormément au vu de ce qu'il va y avoir demain. J'espère que ça va aller, mais s'il est dans le même état demain qu'il l'a été aujourd'hui, attention de ne pas voir Lenny Martinez abandonner dès l'étape de demain. Donc on va suivre le français, mais aujourd'hui clairement ça a été une journée pourrie, catastrophique et ça craint. Au-delà de ça, j'ai envie de vous dire quand même même chose pour Simon Yates. Il a crevé à 60 km de l'arrivée, puis après ça a été une galère pour recoller au peloton. Là encore, il n'a pas montré les signes les plus positifs pour les jours à venir. Maintenant, on sait que Simon Yates sort d'un Tour d'Italie très dur, très énergivore. Il avait une première semaine pour se refaire la cerise. On a vu aujourd'hui qu'il n'était pas dans l'allure. Il faudra voir si dans les jours à venir, ça va mieux. Mais si Visma s'en est sorti très très bien de façon collective, individuellement pour Simon Yates, ça a été compliqué. Voilà, au-delà de Lenny Martinez et Simon Yates qui ont vraiment été les mecs que j'ai trouvé très en difficulté par rapport à leur statut au départ de ce Tour de France, au-delà de la galère d'autres coureurs comme Matteo Vercher et Benjamin Thomas qui sont allés au sol, eh ben ça aurait pu être une journée bien plus pire que cela. Heureusement, on n'aura pas eu de pluie dans le final, comme ça avait été annoncé au départ ce matin. Et mine de rien, le coup de bordure que nous aura fait Visma dans les 20 derniers kilomètres, eh bien ça nous aura épargné d'un final qui aurait pu être beaucoup plus houleux. Donc factuellement, au soir de la première étape, il y a eu de la casse. Filippo Ganna, Stefan Bissegger se sont retirés. Simon Yates, Lenny Martinez ne sont pas dans la meilleure des conditions. Mais au global, le peloton du Tour s'en sort bien. Donc ça va, j'aurais signé ce matin personnellement pour ce genre de résultat. Ok, c'en est tout du débrief de cette première étape du Tour de France 2025. Demain, changement de registre, exit les sprinters, place aux punchers. Les coureurs devront parcourir 210 km pour arriver à Boulogne-sur-Mer et le final promet énormément de spectacles. Ça va commencer à 30 km de l'arrivée avec l'ascension du Haut-Pichot, 1,1 km à 9,1% de moyenne. Mais surtout, on va avoir deux bosses bien sévères dans les 10 derniers kilomètres. Saint-Étienne-au-Mont, 1 km à 10,6% de moyenne et Outreau, 800 mètres à 8,8% de moyenne. Si on ajoute à ça que le dernier kilomètre de l'étape de demain sera également en pente, mais d'avis que Jasper Philipsen va être un maillot jaune éphémère. Dans ces conditions, qui pour briller? Alors là, attention les yeux, ne loupez pas les 10 derniers kilomètres de l'étape de demain. Pogačar et Van der Poel seront attendus. Et il n'est pas à exclure, bien au contraire, que le Slovène prenne déjà le pouvoir au soir de la deuxième étape. On s'en reparle demain soir, bien sûr, et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!